entraîneurs. Et on part du principe que vous êtes tous entraîneurs, quel que soit le niveau, quel que soit le public que vous entraînez. On est entraîneur ou on n'est pas entraîneur. Qu'importe le niveau. On pourrait partir du postulat que je suis entraîneur, donc les joueurs, les joueuses font ce que je demande. Premier postulat, qui a priori est un peu tout le temps comme ça. C'est-à-dire que j'entraîne, on fait ce que je dis, ça doit marcher. Et si ça ne marche pas, c'est la faute des joueurs. Première provocation. De temps en temps, dans la matinée, je peux provoquer un petit peu comme ça, gentiment, hein, c'est jamais méchant. Mais l'idée de ce matin, c'est trop court en temps pour que je puisse vous apporter ou que vous appreniez des choses. D'ailleurs, tout ce qu'on va dire ce matin, vous le savez déjà, plus ou moins, j'en suis quasiment sûr. Enfin, un petit point à la fin, mais voilà. Sauf que parfois, on croit tellement savoir les choses qu'on ne les utilise pas forcément. Ou alors ça nous paraît tellement simple qu'on ne les utilise pas forcément. En tout cas, sur le terrain en tant qu'entraîneur, des fois on se laisse un peu déborder par le temps, par les objectifs, par la pression, enfin bref. Donc voilà pour l'entraînement. Tous les joueurs, je suis joueur ou je suis joueuse, donc je fais ce qu'on me dit. Si j'y arrive pas, je suis nul. Puisque l'entraîneur me demande de faire quelque chose, si j'y arrive pas, forcément l'entraîneur me demande un truc que je peux faire. Si je peux pas le faire, c'est moi qui suis nul. Et en plus, souvent, l'entraîneur va râler, va pas être content, ou les potes vont chambrer. Ce qui fait que l'entraîneur dit le joueur il pense que. Et donc, résultat des courses, j'essaie de faire un truc que j'arrive pas à faire, et quand j'arrive pas à faire, je suis nul. Voilà une image pas très glorieuse, en tout cas, de l'entraînement et de l'apprentissage. Alors voilà ce que je vais vous demander ce matin, c'est d'essayer d'appuyer sur off, ici. Sur vos façons de faire, la façon dont vous entraînez, la façon dont vous avez appris à entraîner, la façon dont vous vous comportez, ce que vous croyez être juste ou pas juste. On pourrait s'amuser à dire, bah tiens, tout ce qui est faux, tout ce que je pense qui n'est pas bon, pourquoi ce ne serait pas juste? Puisqu'en Russie ça se passe autrement, puisqu'en Angleterre ça se passe autrement, puisque ailleurs, même pas loin d'ici, ça se passe autrement, ben pourquoi les autres n'auraient pas plus raison ou tort, enfin qu'importe, on s'en fout si c'est raison ou tort, mais on va essayer d'appuyer sur off ce matin et de ne pas entrer en comparaison entre ce que je vais dire ce matin et ce que vous faites. Parce que c'est le meilleur moyen de tout de suite passer sur un mode je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est bien, c'est pas bien, bref, un mode de jugement. Essayez juste de faire off ce matin pour prendre tout ce qui vient et puis après faire le tri. Je vais peut-être dire des conneries ce matin, je vais peut-être dire des trucs justes, enfin, j'en sais rien, c'est pas le problème. L'idée c'est d'essayer d'aller rechercher sur, mais au fond, la prep mentale ou l'entraînement mental, c'est quoi? À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, pour vous, la prep mentale, ce serait quoi? Alors, quand je pose des questions comme ça, pareil, soit vous répondez vite, soit vous ne répondez pas, et je passe à autre chose rapidement, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de le faire. Valoriser le savoir des enfants. Valoriser le savoir des enfants. Ça, c'est une phrase d'entraîneur. Valoriser les savoirs des enfants, c'est-à-dire qu'il y a une théorisation là-dedans. Pourquoi pas? Ensuite, comme ça, personne ne dira de bêtises ce matin, il y a que moi qui en dirai. Il faut donner de la confiance. Préparer un match. À préparer un match. Ouais. Donner de la confiance. Donner de la confiance. C'est quoi la confiance? Ouais. C'est capable de Ouais. donner de la sérénité. J'ai pas entendu. Donner de la sérénité. Ouais. D'accord. Autre chose, vite fait? La cohésion pour l'équipe? Ça marche. Est-ce que ça, c'est le boulot de l'entraîneur, tout ce que vous voyez dit là? Oui. Pas uniquement, mais si on regarde bien, on pourrait dire que l'entraîneur peut faire tout ça. Aussi. On va essayer de voir aussi quelles sont les différences. Est-ce qu'un entraîneur, à un moment donné, il peut jouer ce rôle-là de préparation mentale? Moi, j'aime pas tellement le terme de préparation mentale, parce que ça fait... déjà, ça a été utilisé plein de fois. Après, il y a eu plein de trucs dans les médias, genre celui qui fait Cidarmo, machin, des gens qui se sont fait arnaquer. Donc, je préfère parler d'entraînement mental. Considérer qu'en fait, on peut approcher la performance de manière mentale. Alors, c'est pas forcément plus important, hein, loin de là. Moi, je suis pas du tout pour dire, ouais, c'est le mental qui gère les matchs, etc. Pas du tout. On va voir que tout est important, de la prep physique à la prep mentale, en passant par la technique tactique. Mais par contre, ça n'agit pas forcément au même moment. Et ça, c'est fondamental. Alors, l'idée de ce matin, c'est quoi?
c'est d'essayer de vous faire percuter sur l'importance de la relation entraîneur-entraîné et comment est-ce qu'on peut valoriser, pour reprendre ton terme, vous mettre en confiance, bref, amener le joueur à ce qu'il ne se trouve pas nul et à ce qu'il se lâche sur le terrain. Et l'équipe pareil. Je ne prendrai pas le recours en exemple, quoique, à un moment donné, si, je le prendrai, mais vous avez la même chose en Coupe Davis, pour la finale contre l'Angleterre. Enfin, à un moment donné, alors il y a beaucoup ce stigmate-là de dire oui, en France, on est nul mentalement, etc. Moi, je vais vous donner je vais dire ce que j'en pense. On n'est pas du tout nul mentalement, puisqu'il y a des sports où on est très très fort. Vélo, sport de combat, natation, l'escrime, sauf dernièrement. Donc c'est pas qu'on est nul mentalement, c'est qu'on ne se prépare pas mentalement. On ne travaille pas mentalement. On est un pays très fort pour théoriser, mettre sur papier, faire des formations, etc. Par contre, sur la mise en place, on est un peu, pour dire ça comme ça, en rapport du match d'hier, de manière tribale, on est un peuple un peu trop fier et qui pense qu'à un moment donné, on sait. Alors, je fais une petite blague comme ça, peut-être que vous la connaissez. Est-ce que vous savez pourquoi les Français ont choisi coq comme emblème? C'est ça que tu peux chanter du pied dans la mer. Exactement. Même quand on a les pieds dans la mer, on continue à chanter quand même. Plutôt que de se dire, ah, je suis en difficulté, je vais peut-être aller chercher de l'aide. Peut-être. Ne vous inquiétez pas, je suis bien français, j'aime bien la France, etc. Il n'y a pas de souci là-dedans. Sauf que ce qui nous fait mal, c'est que, vous verrez dans le parcours, je suis encore un peu entraîneur dans le tennis à la base, je suis entraîneur de tennis. J'ai eu la chance de travailler à haut niveau et aujourd'hui je suis responsable de la formation DES tennis ici au CREPS, entre autres. Et j'ai un espagnol en formation. On discutait comme ça et un jour, dans la discussion, je lui dis tiens, vous pensez quoi des Français déjà, ça fait pas plaisir. Et ensuite, le mec a été assez fort. Hein. Et il me dit mais bon, c'est pas méchant, hein, mais quand un espagnol joue un français en tennis, il dit voilà, attention, il prévient son pote. Hein. Il dit attention. Hein. Le mec, c'est le roi de l'échauffour. Le mec est super fort, il est super bien, c'est propre, c'est nickel. Par contre, dès que c'est dur, il n'y a plus personne. Moi, quand j'entends ça, ça passe là-haut, ça descend en bas, ça remonte en haut et ça me fait mal. Parce que vous dites ça à Télé-Rivière, il ne va pas être d'accord. Il n'est pas plus fort que les autres, il est aussi français que les autres. Sauf qu'il ne travaille peut-être pas de la même manière. Et il se fait accompagner depuis je ne sais pas combien de temps. Estanguet, pareil, je peux vous en citer plein. Aujourd'hui, à très haut niveau, tous ceux qui accèdent à des très hauts résultats, au podium, etc., sont des gens qui ont compris l'importance de chaque domaine, pas celui de la prépa, de chaque domaine. Bref, comment, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, on peut amener des joueurs à se dépasser? C'est compliqué, ça bouscule l'état d'esprit, ça bouscule les choses. Je peux vous garantir qu'on fait un travail, et puis je le dis parce que je ne pense pas qu'il l'ait dit aucun des entraîneurs ici. Moi, je suis très fier parce que de bosser avec eux ici, parce que c'est un des rares pôles, un des rares centres d'entraînement qui accepte, et qui accepte depuis 2 ans, de bousculer ses façons de faire, de bousculer ses pratiques, de comprendre que l'enseignement tel qu'il est fait aujourd'hui est peut-être pas forcément optimum pour les joueurs et pour la performance. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec le pôle sur une machine à laver, moi j'appelle ça comme ça, mentale, hein, sur les processus d'entraînement, sur eux en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire qui suis-je en tant qu'entraîneur et comment je peux bouger mes pratiques. Et je peux vous garantir que c'est pas toujours facile. Ils doivent le témoigner, hein, on va régulièrement, tu viens régulièrement à l'entraînement, tu vois ce qui se passe, etc. Et je vais juste parler à leur place, c'est de dire que c'est pas c'est bien ou pas bien, ou c'est mieux ou pas mieux, c'est pas ça. Mais il se passe des choses extraordinaires. C'est-à-dire quand à un moment donné, vous voyez un joueur de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui tout d'un coup a un sourire comme ça, pas parce qu'il vient de marquer, parce qu'il a compris qu'il pouvait faire taire les petites voix qu'il y a à l'intérieur de lui et qui se libère, qui lâche le truc. Et rater ou réussir, ça devient moins important. C'est pas que c'est pas important, hein, bien d'accord. Mais le résultat pour vous, c'est quoi? On pourrait dire ça, mais ce que je vous demande, c'est vraiment de dire à quoi correspond pour vous le résultat en tant qu'entraîneur. La formation du joueur. C'est la réussite de l'objectif de monde. Moi, c'est la façon dont on est en tant qu'entraîneur, c'est le résultat à la fin de la saison. D'accord. La satisfaction. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais brutalement, là vous êtes en mode réflexion. Je trouve ça bien parce que tout ce que vous dites, c'est top, mais
Au départ, ouais, le résultat, c'est gagner. Le problème en France, c'est quoi? Quand je dis en France, je répète, hein, c'est pas... Mais quand même. Merci Pierre, tu t'appelles pas Pierre? Ah non, c'est si? Ah bon, c'était M. Coubertin. Je suis pas meilleur non plus. Non, il a fait beaucoup de dégâts, M. Coubertin, quand même. Il est très gentil, il est très bon, il a fait plein de choses très bien. Hein? Oui, je sais, mais ça ne me regarde pas. Mais il a fait beaucoup de dégâts, l'important c'est de participer. Allez faire ça à l'équipe de France hier, tiens. On est content de participer. Allez dire ça aux basketteurs de l'Eurogroupe, là. Ouais, non, vous inquiétez pas, on va terminer, c'est pas grave, on a participé, on s'est bien amusé. On viendra l'année prochaine. Culturellement, c'est compliqué. Donc, entre tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, et l'important c'est de participer, allez-y les gars. Quand je dis les gars, c'est global. Mais de temps en temps, je sais pas les filles. Donc, le résultat, c'est forcément et malheureusement la finalité de chaque joueur qui rentre sur le terrain. Sauf que, comme vous venez de le dire quasiment tous, le résultat, c'est une conséquence. Si je fais tomber mon portable, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pas fait attention, les mains ont glissé, je l'ai posé au mauvais endroit. Le résultat, il tombe, mais c'est pas une fatalité, il s'est passé quelque chose avant. Sauf que quand on est joueur et parfois entraîneur, on est happé par le résultat, parce que les médias, parce que la pression, parce que les dirigeants, parce que le championnat, parce que je ne sais quoi. Pardon ? Les sponsors. Entre autres. Il faut gagner. Et tenez-vous bien, quand on gagne, derrière, il faut confirmer. Je vous raconte pas la pression. Donc il faut vraiment se poser la question de dire, ok, le résultat, on court tous pour ça. Il y en a qui sont encore sportifs parmi nous, j'ai été sportif, j'ai joué, etc. À un moment donné, le Dieu résultat. Mais c'est pas possible. On ne peut pas passer du début du match à la fin du match comme ça. Il se passe des choses au milieu. Et souvent, deuxième provocation, quand on est entraîneur, on est aussi un peu focalisé sur le résultat. Et ce qu'on veut, c'est que ça gagne au bout. On en oublie de programmer les étapes intermédiaires. Là, je t'ai dit une bêtise parce que quand je dis pas de marqueur, pas de marqueur. Si, voilà. Vous imaginez, je vérifie si je le fais avoir régulièrement. Une montagne. Le résultat. Le problème, c'est que quand on prend un exemple comme ça, c'est tellement logique qu'on dit, ah bah oui, c'est logique. Sauf que quand on retourne sur notre terrain, en basket, en tennis de table, en tout ce qu'on veut, on oublie ça. Je prépare l'ascension d'une montagne. Présent, futur. Qu'est-ce que je fais? D'abord, la logistique. Je prépare la logistique, etc. Au début, quand je regarde la montagne, je fais « Oh, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être dur. » Et puis je prépare 1 an avant, 2 ans avant, 4 ans avant, tiens, comme les JO par hasard. Et puis je me dis « Bon, bah, j'ai toute la logistique, ok. » Ensuite, je vais préparer le chemin de l'ascension. Tac, 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 tac. Je sais que ça, il me faut 15 jours. Je sais que ça, il faut 5 jours. Je sais que ça, il faut 6 jours. Le chemin, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et je travaille sur mon chemin de plus en plus. Et plus je travaille sur mon chemin, plus il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que le résultat disparaît, l'objectif disparaît, et je suis concentré sur les étapes parce que je sais que de toute façon, pour arriver à celle-là, il faut celle-là, etc., etc. Que là, ça va être dur parce qu'il y a un petit pic raidillon qu'il va falloir que je fasse ci, ça, et ça va me prendre 3 jours sur les 6 jours. Bref, je suis concentré, je ramène mon attention sur l'instant présent et sur les étapes intermédiaires qui tout d'un coup vont faire là-haut. J'y suis arrivé. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Chaque sportif de haut niveau, quel qu'il soit, au moment où le match se termine, pourquoi il y a cette décharge émotionnelle très forte et parfois des comportements très étonnants qui soient pleurs, rires, jetés par terre, tout ce qu'on veut, parce que
ils étaient loin de l'objectif de résultat, ils étaient sur l'exécution des étapes, et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés. C'est un truc incroyable. Il y a des sportifs dans le tennis, par exemple, qui disent que quand ils jouent, ils voient la balle comme ça, tellement ils sont concentrés. Le ballon de basket, pareil, le panier comme ça, ou le ballon comme ça, ou le ballon comme ça, et le panier comme ça. Bref, on est dans un état très particulier, tellement dans le présent, tellement concentré, qu'on oublie tout le reste et on fait les étapes. Et on sait que si les étapes sont réalisées, on va arriver au bout. Sur le dernier Roland Garros, par exemple, Wawrinka, qui met contre Djoko. D'ailleurs, Djokovic, il va Murray, il va Nadal, et il a pensé trop vite que derrière c'était fini. Il le dit dans un article. J'ai cru que ce serait une formalité. Parce qu'il jouait Wawrinka et qu'a priori Wawrinka, il peut être fort, mais bon, Djoko était largement au-dessus. Il a pris le match un peu à la légère, en tout cas il s'est moins bien préparé que d'habitude. L'autre par contre il avait les crocs, donc il a mis le bulldozer en route. Et à un moment donné il dit, pareil, hein, sur chaussure, il dit, parce qu'il y a la coupe qui est juste sur les tribunes au-dessus de Roland Garros, il regarde la coupe et il s'est vu lever la coupe. Et il a dit, je me suis vu lever la coupe, trop tôt. Il a perdu 4 jours. Par contre, derrière, comme il travaille mentalement, il a été capable de se reconcentrer et il a remis le bulldozer en route. Parce que le plus grand risque, et on le sait tous, oh. Quand on arrive ici, c'est presque là où c'est le plus dangereux. Parce que si on commence à regarder le drapeau et on se dit ça y est, j'y suis, vous savez comment c'est, le haut des montagnes, les petites arêtes comme ça, je peux vous dire que c'est là où il faut se concentrer plus. Et d'ailleurs, le résultat, ça ne doit pas être j'arrive au sommet. C'est j'aurais gagné une fois que j'aurais enlevé le drapeau. Une fois que j'aurais touché le drapeau. Mais pas le sommet, parce que le sommet, il peut commencer à partir de là. Et quand le cerveau arrive à ce qu'il a prévu, au sommet, il relâche la pression. Si on vous dit, vous courez 20 bornes, vous vous préparez à courir 20 bornes. Mais si quand vous arrivez au 18e kilomètre, on vous dit, ah, on s'est trompé, c'est pas 20, c'est 25, les 5 km sont 4000 fois plus durs que les 20 bornes que vous venez de faire, enfin que les 18 que vous venez de faire. Parce que le cerveau n'est pas prêt. Alors, j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour que je vous explique 2-3 trucs au niveau du cerveau, parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, une phrase que j'aime bien, le cerveau, lui, il n'a pas de cerveau. C'est vous qui avez un cerveau. Le cerveau, lui, il n'a rien à foutre de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Si c'est bien ou si c'est pas bien. Si ça marche ou si ça marche pas. Si ça gagne ou si ça gagne pas. Lui, il n'en a rien à faire. Soit il reçoit des courants électriques, soit il reçoit des hormones. Donc le fait d'être content. Donc en fait, il fonctionne par code, comme un ordinateur. Et s'il reçoit un mauvais code, ben, il envoie des mauvaises informations. Pourquoi on rate, pourquoi on réussit. Peut-être que ça se programme. On va essayer de voir ça ce matin. Des remarques sur ce que je viens de dire? Je ne veux pas vous plomber le début quand même. Hein? Ah, une choquée. Hein? Vous voyez lui là? Oh voilà. Comment je. Voilà. Hippolyte Bouillot, escrimeur au pôle France ici, a failli se faire virer du Crêpes il y a 1 an. Pas de résultat. Un grand déjà né comme ça. Champion du monde junior, au mois de juin. Mais inattendu de tout le monde. Le gars a juste compris, depuis 2 ans, il ne rate pas une séance, mais d'entraînement, de prep physique, de prep mental, tout ira. Il a compris qu'en fait la victoire c'était un vrai puzzle et qu'elle se construisait au fur et à mesure. Il est arrivé au bout. Il ne sait même pas comment il a fait, hein, non plus. Et là, c'est dur parce qu'en fait, tout le monde attend le tournant, forcément, il a du mal à avancer la machine. Mais c'est une très très belle histoire parce que ce gars-là, il a compris effectivement les rouages de l'entraînement. Alors, je vais vous donner un exemple. On parlait de résultats, le fameux panier, hein, le fameux lancer franc, la balle qui rentre dans le cercle. On est tous focalisés sur la balle qui rentre dans le cercle, quelle que soit la distance. Sauf qu'on oublie que pour qu'elle rentre dans le cercle, il va se passer d'autres choses avant. D'ailleurs, c'est un résultat, hein. Un panier, c'est un résultat. Forcément, ce n'est pas un résultat d'image, mais c'est un résultat. Et en tout cas, ça y contribue. Bien. Alors, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Je laisse ça pendant que je me présente rapidement. Je m'appelle Stéphane Limuson. À la base, je suis entraîneur de tennis. J'ai
France. Je suis arrivé dans les Ardennes à un moment donné. Et après, je me suis spécialisé dans la préparation physique. J'ai travaillé avec des équipes de basket aussi. Et puis depuis 15 ans, je travaille dans la préparation mentale parce que moi, en tant que sportif, j'en ai souffert. En tant qu'entraîneur, je me suis rendu compte que c'était un rouage très important et que sans ce paramètre-là, c'était difficile d'arriver à se lâcher. En fait, il y a deux solutions. Troisième provocation. Ah, ça y est. Le cerveau est extraordinaire. C'est grâce à ce mot-là que j'ai trouvé. Souvent, ça m'arrive d'oublier des trucs, comme tout le monde. Hein. Et au début, je fais « Ah putain, qu'est-ce que je dis ?» Surtout en conférence comme ça. Bon là, ça va, entre nous, il n'y a pas de problème, mais des fois, c'est des grandes salles, etc. Puis tout le monde. Ben, j'ai pris le parti de le dire aux gens. Je dis « Excusez-moi, j'ai un trou. Ça arrive. Et je ne vais rien faire pour retrouver. Parce que moins je fais quelque chose pour trouver, plus je le retrouve vite. Parce que mon cerveau, il a tout enregistré. Et je peux vous garantir, là, un petit coup de main quand même, merci Steph, un petit mot et paf, ça ressort. Parce que à chaque fois, en fait, ce que je fais, c'est quand je prépare des trucs, je mets des mots-clés dedans, et comme ça, quand ça arrive, je peux revenir dessus. Ça crée des ancrages. En fait, c'est comme une game. Et d'ailleurs, les pensées négatives, c'est pareil. Vous savez, les pensées, t'es nul, tu vas pas y arriver. Vous imaginez, ça quand je l'ai vécu, moi je trouvais ça extraordinaire. Lancer franc, fin de match, 2 points d'écart. Si on le met, on gagne. Si on ne le met pas, on ne gagne pas. Ou prolongation, on est là, la salle debout, et ça crie, et ça hurle, et c'est l'enfer. Et la joueuse, elle est là, pac, 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 et elle est prête à lancer. Je peux vous garantir que si elle n'éteint pas dans la tête, c'est un enfer. C'est un enfer. Alors, la difficulté, c'est quoi? Plus on veut quelque chose, moins on l'obtient. Moins on veut quelque chose, plus on l'obtient. Vous savez, la voiture garée sur la bande d'arrêt d'urgence, là, et puis tout d'un coup, on roule comme ça, on dit, oh là, il faut faire attention, puis tout d'un coup, on dit, ah oui, attends, la durée de vie sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est 7 secondes. Et puis tout d'un coup, notre voiture, elle fait ça. Elle se rapproche. Et là, on se dit, c'est bizarre ce qui se passe quand même. Plutôt que de se dire, attention, danger, je mets mon clignotant à gauche, je passe à gauche, je roule, et je me remets à droite. Et là, pas de souci, et je ne suis pas parasité. Et tout d'un coup, on commence à paniquer parce qu'on voit notre voiture qui se rapproche, on ne sait même pas pourquoi ni comment, parce que moins on veut quelque chose, plus on l'obtient. Ah, c'est l'histoire de la guerre. En fait, moi, je fais ça comme ça. En fait, on va voir le tout tranquille, et on se fait attaquer par une guerre. Plus on y attache l'attention, plus on a peur, surtout si on est un peu allergique, plus on la chasse, plus elle arrive, d'accord? Et plus on est violent avec elle, plus elle vient piquer. Et même si on la tue après, on est bien content de dire voilà, mais en fait le dard est dans la peau. Et ça reste. 3 jours, 4 jours. Et là on enchaîne. Et même mort, elle vous embête. Les pensées négatives, c'est pareil. Ce sont des salières. Plus on y attache de l'importance, plus ça pique fort, et plus on se dirige vers ce qu'on ne voulait pas avoir. Alors vous allez me dire, voilà, c'est bien gentil, mais comment on fait? Ah oui, comment on fait? Évidemment, en 1h15, on ne peut pas faire une formation sur la place mentale. Mais la place mentale, c'est aussi ça. C'est apprendre à contrôler, son cerveau, ses pensées. Comment j'arrive à faire off? Comment je peux diriger mon cerveau vers l'action, vers quelque chose de précis? Et c'est ça qui est fabuleux. Et ça, c'est le métier d'entraîneur au départ. Vous allez voir pourquoi, entre le ratio entre l'apprentissage technique, tactique et justement la mise en condition dont vous parliez tout à l'heure et la confiance. Regardez, je vous ai juste montré pourquoi c'est fabuleux. 13-14, c'est en 15. Hein. C'est en 15 les matchs. Donc, Hippolyte est là. La prolongation. On inscrit? Extra time, c'est pas arrêté, Non, c'est la fin du match. C'est la finale de la Coupe du Monde. Et je vous montre ça parce qu'en fait, à part ceux qui connaissent vraiment l'escrime, vous allez rien voir. Regardez bien. Oh, je crois que j'ai fait le métier. Pourquoi ça marche pas? Ah, peut-être parce que je ne suis pas connecté. Non. Oh, un imprévu. Zut. Je pourrais dire, ben, je suis embêté, etc. Je ne peux pas vous montrer. Comment je peux réagir à ça? On a Expliquer. pas bête. Ouais, non, mais c'est dedans, normalement, et ça marchait encore hier soir. Non, c'est un imprévu, donc soit j'y passe 10 ans et ben voilà, soit ça marche.
Vous savez pourquoi elle m'intéresse cette vidéo? Parce qu'on voit rien. On comprend rien. On voit Debus comme ça, on voit combien qui jette, il tombe à moitié par terre, mais il touche et il gagne. On voit Claude, Je veux dire, moi, je sais même plus. Mais même moi, quand on n'est pas d'accord, c'est pas grave, il touche. Mais même j'étais devant la télé à ce moment-là, et quand je le vois, je saute et je conduis, etc. Parce que je suis quand même entraîneur quand même à la base. Et donc, je ne comprends rien. Par contre, je sais une chose, c'est qu'il est allé la chercher. Il est allé la chercher. Et je peux vous dire que les 4 derniers matchs du championnat du monde, il est mené à chaque fois 13-12, 13-11, 13-10. Il va chercher le truc. C'est incroyable. Il est incapable d'expliquer pourquoi. Sauf qu'il a réussi à faire le vide et il s'est dit, si je le veux, il faut que j'y aille. C'est presque tout ce qu'il s'est dit. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il a eu le titre, juste parce qu'à un moment donné, il s'est dit, bah, il faut que j'y aille. Voilà, tout simplement. Alors, pour résumer l'entraînement mental, voilà, grosso modo, quelques phrases de sportifs célèbres qui mettent en avant l'entraînement mental ou la préparation mentale, mais dans le match. C'est-à-dire qu'on va voir que l'entraînement mental, c'est pas plus important que le reste. Mais par contre, au moment du match, au moment des moments importants, là, c'est peut-être plus important ou plus utile. D'accord? Je vous l'enverrai, je filerai le PowerPoint à Fabien et vous le verrez. D'accord? Donc, alors souvent je dis en France, tout le monde a des idées sur tout. Ouais, les Bleus ont perdu parce que c'est mental. Là, je pense que, comme dirait un certain humoriste, je pense que tout le monde a surtout des idées. On a beaucoup d'idées, mais entre avoir des idées et les mettre en place, c'est compliqué. Voilà. Le mental, tout le monde en parle, mais peu de monde en fait. Ah, dans les combats, vous entendez, c'est mental, le monde dit c'est mental, etc., etc. Mais le travail mentalement, non, pas besoin. Exemple, on coupe des vis, pourquoi la débâcle, le mental le recoupe. La préparation mentale, qu'est-ce que c'est? Voilà, une clé de succès, la confiance en soi, une des clés de la... Et sinon, voilà. La confiance en soi et la préparation. La préparation mentale pour renforcer l'estime de soi. Ça se passe de commentaires. Ça c'est fort. De faire taire les voix en moi. Voilà. Objectif de la préparation mentale. Optimiser la performance en développant les habiletés mentales et au résoudre une problématique qui diminue ou parasite la performance de l'athlète. Bon, ça c'est une définition, elle est intéressante, hein, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Sauf que, et vous allez voir plus tard, à chaque fois que quelqu'un s'intéresse à la préparation mentale, et vous terminez ma phrase, c'est parce que le stomach compris. Donc, ce serait bien ça. À chaque fois que quelqu'un, entraîneur, joueur, appelle un préparation mentale au psycho du sport, c'est une réaction c'est qu'il y a eu négative. un problème. C'est qu'il y a eu un problème. En fait, par équivalence, je suis la préparation mentale, j'ai mon certificat de pompier. Enfin, c'est pas grave. Mais c'est toujours comme ça. Et en fait, la prep mentale au départ, puis on ne s'entraîne pas pour corriger ses points faibles. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Avec quoi on gagne? C'est valeur, c'est qualité. Et combien de fois on travaille les points forts en entraînement? Je ne veux pas répondre, je vous laisse réfléchir. Combien de fois on travaille les points forts à l'entraînement? Combien de fois on travaille ce qu'on se dit sur le banc, quand on est sur le banc à l'entraînement?
Combien de fois on travaille, qu'est-ce que je me dis dans la tête quand je viens de rater un panier? Le travailler. Tu rates un panier, qu'est-ce que tu dis? Comment tu pourrais te parler à toi-même autrement? Je vous rappelle quand même que c'est avec nous-mêmes que nous passons la plupart de notre temps dans la vie. Donc si on n'arrive pas à se parler un peu gentiment et un peu correctement, ça va être compliqué quand même. Mais combien de fois j'apprends ça à l'entraînement? Alors vous allez me dire, mais comment on l'apprend? Ah oui, on n'est pas formé en tant qu'entraîneur pour ça. Alors petite parenthèse, dans la présentation tout à l'heure, je n'ai pas tout dit, je vous ai dit que j'étais responsable du DES, donc c'est l'ancien DE2 sur le tennis. On est un des seuls DES en France aujourd'hui à mettre 40 ou 50 heures sur la pratique mentale, dans la formation. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est important. Parce que plus vous allez être curieux dans ce domaine-là, plus vous allez pouvoir modifier vos façons de faire, modifier ou améliorer, enfin qu'importe, hein, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, amener aux joueurs des éléments qui vont pouvoir l'aider à se débarrasser des petits noix, des pressions, s'il va réussir, pas réussir, etc. Donc à la base, la pratique mentale, c'est pour optimiser la performance, c'est pour rendre plus fort. Et aussi, travailler les difficultés. Donc, la préparation mentale propose des techniques, et je dis bien des techniques, c'est-à-dire des outils scientifiques pour travailler sur l'apprentissage. En 3 objectifs. Maintenir et développer l'efficacité. On les va l'efficience. L'efficience, c'est maximum d'efficacité et minimum d'énergie. Notez pas, franchement, je préfère parce que j'enchaîne, ça c'est de la définition, donc c'est pas, je vous l'envoie, promis. Si je ne l'envoie pas, je ne suis pas crédible. Oui. Optimiser la performance, se protéger des influences génératrices de stress et apprendre à les gérer. On ne peut pas s'empêcher de penser mauvais, de penser mal. Par contre, pour ne pas mal penser, il faut penser. Donc il faut apprendre à penser. C'est le problème de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Vous connaissez ce truc-là, hein? Moitié vide, moitié pleine, toi t'es pessimiste, toi t'es optimiste. Ben, moi je dis, buvons déjà ce qu'il y a dedans. Après on verra. D'accord? C'est quand même le plus important de voir ce qu'il y a dedans. Bien. Alors, j'accélère un peu parce que pareil, hein, c'est de la définition. Préparation mentale est trop peu utilisée en France, confusion avec la psychologie. La psychologie, c'est thérapeutique. Ça va s'attacher aux causes des problèmes, d'accord? À l'enfance, c'est-à-dire pas la pratique mentale. La pratique mentale, c'est aujourd'hui, on travaille ensemble pour préparer aujourd'hui, demain, après-demain, avec des outils concrets et utilisables. Les causes, pourquoi tu rates, pourquoi il se passe ça, pourquoi tu pleures comme machin et tout ça, c'est pas mental. Ok? Et ça, on a vu. Enfance, personne n'a de problème, ça c'est vrai, il ne faut surtout pas montrer qu'il y a un problème. Et les sportifs qui bossent en pratique mentale, 9 fois sur 10, ils n'en parlent pas à leurs potes. Si c'est tabou, ils pensent qu'ils sont malades. Voilà. Et pourtant, quel athlète n'a jamais eu tant, alors, en tant que sportif, en tant qu'entraîneur, de doute, et ça je passe vite. Voilà. Ça doit parler à tout le monde. Oui. J'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit entre la différence entre un préparateur mental et un psychologue. Ouais. Quand on voit sur ta diapo le travail autour du manque de confiance ou de l'estime de soi, est-ce que quand tu dis toi tu t'occupes du présent et tu vas vers l'avenir, des fois la confiance en soi ou l'estime de soi, elle est fortement liée, pas forcément à ce que tu vis à l'entraînement, mais à ce que tu as pu vivre dans le passé, dans ta vie privée. Et donc, du coup, est-ce que tu es amené à jouer dessus quand même, enfin, le prendre en considération Oui, quand même? alors, il faut savoir une chose, c'est que à un moment donné, et souvent en tant qu'entraîneur, on est à la limite de la relation psychologique avec le joueur ou la joueuse. C'est-à-dire que parfois, on a accès ou on parle avec un joueur ou une joueuse de choses, normalement, on ne devrait pas en parler. Et ça, je ne vais pas rentrer là ce matin, parce que c'est... Voilà. Mais ce serait bien de le faire un jour. Je peux vous garantir que ça peut paraître anodin, hein, mais quand on a une jeune joueuse de 14 ans ou 15 ans, qu'on est entraîneur masculin et qu'à un moment donné elle se retrouve sur nos genoux parce qu'elle n'est pas bien, non, enfin, il y a des choses comme ça. Et on pense qu'on fait bien. Bref, je dirais que ça ce matin. Mais voilà. Alors oui, ça arrive souvent. Oui, il y a des séances de pleurs en cabinet ou ici, voilà. Sauf que quand ça arrive, moi je travaille avec une psy, donc c'est tout de suite chez la psy, direct, pour faire au moins un constat et de savoir. Et après, on a cette chance-là, c'est que dans le cerveau, le cerveau est pluriel, c'est-à-dire qu'il est capable de faire plusieurs choses en même temps. On peut avoir une difficulté à gérer liée à notre enfance, d'accord?
mais mettre en place une stratégie, alors ça s'appelle une stratégie de coping, ça veut dire faire face. Pour faire face à cette difficulté-là, et passer sur un mode d'action qui vont empêcher le cerveau d'envoyer les parasites, mais par contre on va être sur un chemin d'action. Je vous donne un exemple, Mike Tyson, 15 jours avant, il est sur YouTube, le reportage, il est extraordinaire. Petite montagne hein, quand même, à l'époque il venait d'enchaîner 50 combats de suite, etc. Et il dit, 15 jours avant, je suis imbuvable. Imbuvable. Je suis né avec tout le monde, avec mon entraîneur, j'insulte tout le monde, bref, il est insupportable. Et quand il parle, le mec il est tout doux, c'est un peu bizarre. Et puis il dit 2 jours avant, je passe mon temps aux toilettes. J'arrête pas de dormir, j'arrête pas d'aller aux toilettes par tous les bouts, etc. Je suis dans le vestiaire, je suis imbuvable, l'entraîneur ne peut pas me parler. Et à partir du moment donné où il met son peignoir et il descend sur le ring, il est en train de se changer complètement dans sa tête et il devient un monstre. Et il dit, quand je mets mon peignoir, c'est comme si je mettais une armure, je suis là pour gagner. Tous mes problèmes, je les oublie. Je sais que le mec, je descends pour lui mettre la misère. Et cette force de pensée-là lui fait passer sur un autre mode, comme si on prenait une déviation. Hein. Les problèmes sont toujours là, la difficulté est toujours là, mais par contre, il est toujours là. Ça me fait penser, je oublié tout à l'heure de dire, troisième provocation. Voilà. Comme quoi ça revient toujours. On pourrait dire, alors attendez, je coupe la caméra. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Vous savez pourquoi certains musiciens ou certains artistes prennent de la coke, du shit, boivent? Ça leur ouvre l'esprit, non? Si vous voulez, je peux dire ça comme ça. Ça coupe les inhibitions. Mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et d'ailleurs, souvent, les plus grands morceaux, les plus grandes toiles ont été faites sous acide ou quoi que ce soit. Je ne prends pas l'acide, loin de là. Mais je pourrais dire que l'entraînement mental, quand il est fait, et c'est quelque chose de très sérieux, amène ça, la possibilité d'inhiber les difficultés, d'inhiber les obstacles et de pouvoir travailler non pas pour les annuler, parce qu'ils sont là, ils sont programmés, ils sont toujours là, mais pour trouver cette petite déviation qui fait que mon objectif c'est ça et donc je vais réussir. Combien de fois on entend, ouais mais de toute façon les sportifs de niveau, ils ont une casse qui va pas. Oui. Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu as pris l'exemple musicien, artiste, tu n'avais pas besoin d'aller si loin, dans le domaine toujours sportif. Maradona, en l'occurrence, je prends mon nom parce que vous connaissez ces phrases avec la cocaïne notamment. En fait, il avait expliqué qu'il prenait la cocaïne parce qu'il voulait, quand il avait arrêté de jouer, il avait plus ces sensations d'euphorie qu'il pouvait avoir sur le terrain, enfin cette sensation de bien-être que le sport lui procurait. Et il avait besoin de retrouver ça, et il l'a eu avec la cocaïne entre guillemets. Alors, c'est une façon de faire, sauf que là, on est post-sportif. Oui, post-sportif, voilà. Quand il y a des gardiens qui ont été échauffés parce qu'ils prenaient du shit juste pour que la pression elle diminue un petit peu. Et donc, je ne veux pas dire que la perte mentale est un dopage, pas du tout, mais on peut programmer son cerveau pour travailler et créer une déviation. Les problèmes sont toujours là, mais ils ne peuvent pas entrer. En fait, il y a un proverbe chinois qui se dit « Si tu ne veux pas un nid de corbeau dans ton cerveau, construis un nid de colombe. » Moi, je trouve ça pas mal. Si on ne pense pas, c'est comme un volcan. Si on ne pense pas, à un moment donné, on va être envahi par nos pensées. Et Dieu sait qu'on pense des trucs bizarres. Des fois même, on ne va pas très bien, parce qu'on pense des trucs un peu bizarres. Mais l'important, c'est pas ce qu'on pense, ou c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce que je fais de mes pensées? Je passe à l'acte ou pas? C'est ce qui fait la différence avec les psychopathes. Eux, ils passent à l'acte. Nous, non. Bien. Pas encore. Rassurons-nous, pas encore. Mais vous savez quoi? Être sur un lancer franc et lancer un ballon, c'est un passage à l'acte. Entre mon envie, mon objectif, ce que je fais pour l'atteindre et le résultat. On va y venir. Alors, même chose, hein, voilà. Gérer les imprévus ou les injustices. Bah oui, faute d'arbitrage, etc. Combien de fois on voit une équipe qui perd pied pendant 3 minutes parce qu'il y a eu une faute d'arbitrage, un panier qui n'a pas été marqué. Et quel est le rôle de l'entraîneur dans tout ça? Je vous en parle juste, j'ai hésité, donc je passe rapidement juste pour vous dire comment ça fonctionne. La presse mentale, c'est en général, parce que c'est scientifique. Il faut arrêter de croire que c'est juste comme ça et que les séances n'ont fait que parler. C'est pas vrai. Il y a un entretien, des tests scientifiques, une analyse entre les entretiens et les tests, un diagnostic, comme chez le médecin,
Programmation, planification, et oui, l'attaque mentale, ça se programme. On n'attaque pas avec les mêmes outils en fonction des mêmes problématiques chez tout le monde. Mise en place, réévaluation et coordination permanente avec les entraîneurs. Parce qu'un entraîneur ne peut pas être en même temps entraîneur et préparateur mental. Par contre, il peut utiliser des choses très concrètes pour ça. Mais c'est très difficile d'être les deux. C'est au niveau de la relation que ça barre un peu les... Ouais. Parce que les joueurs ou joueuses voient un entraîneur d'une certaine manière et attendent certaines choses. Et en tant que prêtre mental, il faut attendre autre chose. C'est autre chose, complètement. Et je peux vous dire, c'est compliqué. Même moi, me sortir complètement, parce que j'entraîne encore un peu, des fois dans mon discours, je me joins aux entraîneurs, mais naturellement. Et c'est pas possible parce qu'en fait, c'est pas les mêmes rouages, c'est pas le même lien avec le résultat, etc. Et puis un prêtre mental, comme un prêtre physique, il est dans mon. Normalement, il ne doit pas être devant, c'est l'entraîneur qui reste prioritaire de toute façon. Par contre, cette coordination est fondamentale. Parce que l'entraîneur a besoin aussi de savoir, on ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Et pourtant, c'est ce qui se passe quasiment au collectif. On n'a pas le temps de prendre du temps, malheureusement. Donc, l'attaque mentale, on ne sait pas trop, ça va dépendre de ce qu'il y a à travailler. En général, on dit que c'est une Olympiade, c'est-à-dire que ça dure 4 ans. Ils vont vraiment faire un programme complet. L'autre jour, il y avait des Kissi qui s'entraînaient là au Crève, et il y avait des joueurs d'un pôle qui étaient là, et qu'importe qui est, hein, quand il est ici sportif, le mec a compris qu'il fallait s'entraîner 26 heures par jour pour y arriver. On n'est pas champion olympique comme ça. Donc le mec poussait la fonte, etc. Il y avait des joueurs qui étaient là. Et il y en a un des joueurs qui fait, il a parlé un peu fort et il fait, ben, il s'entraîne encore lui, pourquoi il est champion olympique? Ah oui, je sais pas quoi. Et mais ici, il entend ça. Il se lève, il arrive, et il dit, qu'est-ce que tu dis toi? Il fait toute rouge et tout, donc c'est l'entraîneur qui prend le relais et qui dit, ah oui, elle pense qu'il vous entraîne encore alors que vous n'avez pas besoin. Elle dit, mais elle croit quoi? Que 3 semaines avant les JO, je vais y aller, et puis non, c'est tous les jours. Et une fois qu'on est champion, c'est terminé. On ferme la porte et on recommence. Parce que c'est pas parce qu'on a été champion une fois qu'on est champion deux fois. Donc l'attaque mentale, c'est, on pourrait travailler presque à vitam aeternam. Bien. Voilà, ça c'est des petits messages pour dire que c'est quelque chose de très sérieux et que c'est pas un peu de poivre, un peu d'épices, un peu de poudre magique, histoire de penser correctement. C'est quelque chose de très très rigoureux. Alors, justement, on parlait de comment on voit la prépa mentale. En fait, souvent, il y a des gens qui voient comme ça. Le socle, la prépa physique, technique tactique et la prépa mentale. Moi, j'y crois pas trop. Ce qu'on appelle l'approche hiérarchisée. Il y a ça, le mental qui englobe tout. Ben moi, je ne suis pas trop pro non plus. En tout cas, il y a des gens qui pensent comme ça. Et je serais plutôt pour quelque chose comme ça. C'est-à-dire que chaque élément est fondamental. Parce qu'à un moment donné, le travail technique, vous allez voir, c'est pas anodin si je dis ça, le travail technique, il est parfois trop prioritaire. Beaucoup trop prioritaire. Et pourtant, plus notre technique va être automatisée, plus on va se libérer et on va pouvoir garder un geste pur, entre guillemets, malgré la pression. Donc le travail technique est très important. Sauf qu'il ne peut pas être la focale première. Ça c'est sûr. On y vient. Ça c'est tous les outils de la préparation mentale. Alors je passe parce que ce n'est pas le lieu ici, hein, mais pour vous dire que voilà, il existe beaucoup de choses pour pouvoir travailler. Quand on parle de respiration, c'est le contrôle respiratoire, hein, c'est-à-dire que comment on calibre la respiration, les battements cardiaques, etc. Hein, très bien. Donc ça passe. Voilà. Cohésion de groupe, c'est pareil, hein. Ça se travaille. Mais je peux vous dire une chose, sans rentrer dans le détail des outils, c'est qu'on ne peut utiliser un outil que s'il a été travaillé en amont. Par exemple, la respiration, bah oui, je sais que la respiration ça fonctionne, etc. Mais c'est pas parce que je le sais, je l'ai fait 2-3 fois et j'arrive en match, et que je vais respirer 2-3 fois avant de lancer, que ça va fonctionner. Il faut que je m'entraîne avant. D'où l'importance de l'entraînement mental. Chaque outil ne peut être valable que s'il est utilisé en amont. Et comme l'entraînement, hein. Comme la prépa physique, comme la prépa technique, etc. Je m'entraîne, plus je peux recapitaliser ce que je fais en match. Okay. Voilà, l'entraînement mental ne sert pas seulement, contrairement aux idées reçues, à régler les problèmes, mais surtout à optimiser la performance.
fait partie intégrante de la planification. C'est un moment sur le règle, je ne l'avais pas. Bien. Nous y voilà. Souvent on se pose la question, mais moi en tant qu'entraîneur, en fait, quelle est ma part de transmission, en tout cas sur tout le domaine de la gestion de la pression? Est-ce que si je suis quelqu'un d'anxieux comme entraîneur, est-ce que je vais transmettre ça aux joueurs ou non? D'après vous, est-ce qu'il vaut mieux engueuler? Est-ce que je me mets en colère? Non, parce que là c'est pas le lieu, bien sûr. Est-ce que je pense qu'il n'est pas sérieux? Non, moi ça m'arrive d'être crevé. Mais en séance par exemple, est-ce qu'il parfois il vaut mieux faire sortir un joueur et d'un coup tu vas prendre l'air, tu vas réfléchir un peu, si tu es prêt tu reviens, et si tu n'es pas prêt tu reviens pas, on en discutera après. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire ça que lui dire hey, toi, tu vas sur le banc, tu me fais chier, ou casse-toi, rentre chez toi, ou etc., etc. Quelle stratégie on met en place pour provoquer une réaction chez le joueur? Ça dépend justement le joueur en fait. Parce qu'il y a certains joueurs qui vont être, ça va dépendre de leur caractère. Ça peut être un joueur qui a besoin des fois, d'expression, d'un coup de pied au cul, donc pour justement se sentir après qu'il puisse exprimer tout son potentiel par la suite. Ou après, ça peut être une personne qui a besoin justement, tiens, va prendre l'air, revient, et là après il va se sentir, il va évacuer la pression et pour obtenir son potentiel. Je pense qu'il faut connaître ses joueurs aussi. Si, bien sûr. Et il existe des outils pour ça, pour bien les connaître. Parce que là, comment on fait pour connaître les joueurs? On ne fait pas passer le test en tant qu'entraîneur, c'est très rare. Est-ce qu'on sait s'ils sont un peu plus visuels, kinesthésiques, positifs? Est-ce qu'on va lui dire plutôt est-ce que tu sens, là, ou est-ce que tu entends, est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est étonnant, on ne prend pas le temps de faire les tests. Vous savez ce que je vous ai dit au début? Ce que tu me dis là, je trouve ça fantastique. Mais combien de temps avons-nous pour le mettre en place sur le terrain quand tout d'un coup le mec ou la nana, elle fait chier? Combien de temps j'ai? Et comment moi, je subis mes émotions ou pas? À un moment donné, un joueur, lui, ouais, là, il se retourne, il fait ouais, lâche-moi. Comment on réagit en tant qu'entraîneur? Quoi? Comment tu me parles? Peut-être. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'il a une difficulté qu'il n'arrive pas. Peut-être qu'il en a marre de rater, que ça lui fait mal. Et que tout d'un coup, il oublie que c'est vous. C'est possible. Je ne suis pas là pour chercher des excuses. Ce que je me dis, c'est que quand on met une sanction en place, l'idée, c'est que ça fasse réagir le joueur et qu'il puisse l'utiliser. Si c'est juste pour mettre dehors, parce que notre orgueil à nous, ça nous pique, qu'il se retourne et qu'il fait « ouais, lâche-moi », ça, c'est une question qu'on peut se poser. Comment, moi, en tant qu'entraîneur, je gère mes émotions quand un gamin, il passe la limite? C'est compliqué. Mais ça se travaille. Alors, connaître les joueurs, c'est bien, mais se connaître soi-même, peut-être. Alors, et voilà, on y arrive. En rigide, un auteur, et là, tout d'un coup, et si ce qui était plus important, c'est ce qu'on ne voyait pas? Et si ce qui était plus important, c'est ce qu'on n'entendait pas? Même c'est plus que 100, quoi. Le 55%. C'est ça, 55? Ouais. Je reviens de voir, c'est des études. Mais j'aime bien t'apprendre. Dis-moi une chose. Est-ce que là, je communique? Bien sûr. Avec Avec votre look, avec votre... vous êtes... Quand je n'aime pas mon look? Ça fait partie du... Lui, il communique aussi à sa façon. Voilà. Complètement. Il est en train de dire... Oui, non, c'est aussi une forme de communication. On est d'accord. Il inscrit une façon d'être. Après, par exemple, si moi j'en fais une affaire... Voilà. Si j'en fais une affaire comme si... Je peux te prendre à chaque fois avec moi dans les... Je vais essayer, mais il faut que je m'appelle pas.
Si j'en fais une affaire personnelle, je pourrais dire que ce que je dis, ça n'intéresse pas, etc. Je pourrais dire ça. Et puis ça arrive. Peut-être même là, ce matin, parmi certains d'entre vous. Mais si je rentre là-dedans, je me dénigre. Je ne peux pas faire ça. Je ferai un bilan après. En plus, j'ai une caméra, c'est top. Je vais pouvoir revoir derrière et me dire là où je pense que j'ai été à peu près bon et puis des fois où je n'ai pas été bon. Mais je peux faire ça. Si je fais ça, je vais commencer à converger, à me dire mais ce que je propose c'est nul, ou c'est pas intéressant, etc. Ils n'en tireront rien. Et puis je vais commencer à penser. Et puis je ne vais plus être sur ce que je dis. Mais le langage du corps n'est pas forcément quelque chose de volontaire. Je vois par rapport à un enfant, souvent on va prendre mal à un message qu'il nous envoie de sa façon de se tenir, alors que ce message-là, l'enfant ne peut pas forcément. Je suis d'accord. Alors, on n'est pas là ce matin pour parler de la com, etc. Ce serait très intéressant, bien évidemment. Mais deux choses. Si on veut être plus fort en tant qu'entraîneur, enfin, si jamais il y a une entraîneuse, parce que c'est pas très beau, mais en tant qu'entraîneur, vous avez les familles, hein? Oui, mais. Ah non, pas forcément. Enfin, c'est pas le débat là, mais pas forcément. On n'en pas tout à l'heure. C'est l'interprétation qu'on en fait. Et oui, mais justement, si on veut être plus fort, il faut travailler là-dessus. Nous, il faut que je travaille mon positionnement sur mon terrain, ma relation aux joueurs. Si à un moment donné, je fais ça comme ça, allez-y, continuez. Forcément, ils ne ressentent pas la même chose que si je vais là-bas ou je suis là-bas. Alors, je peux le faire naturellement, complètement naturellement. Là, moi, c'est là, ça me pose pas parce que j'ai le truc dans l'œil. Mais je peux travailler, c'est pas de la manipulation. Mais je peux travailler. Alors, puisqu'on en parle, je vous le dis, effectivement, sur ma façon de m'habiller ce matin, j'ai réfléchi. Je ne me dis pas, ouais, comment il faut, etc. Mais je réfléchis juste pour simplement essayer, parce que je ne suis pas sûr, moi je ne vous connais pas, mais de créer un lien et une accessibilité. Et des fois, je me suis bien planté. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on arrive, chemise, veste, etc. Et puis c'est pas du tout le cas. Et en fait, on crée beaucoup plus de répulsion. On dit, ouais, mais la prête mentale, c'est que pour le haut niveau, c'est que ma... Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon discours, mes mots, ma façon de parler. Je dis pas que tout est calculé. Mais je dis que c'est un travail pour que je puisse vous percuter à un moment donné. J'ai un objectif, moi, derrière, que non. Hein? J'ai pas l'autorisation. Thomas, que je ne vous ai pas donné. Forcément, il y a l'objectif affiché sur le papier de là, mais moi j'en ai un autre derrière. Et je vous donnerai qu'à la fin. D'accord? Donc, plus on va le travailler, plus on va générer des choses chez les joueurs. Alors, je peux vous donner des exemples simples qui vous parleront en disant « T'as raté ton panier, c'est pas grave. » Déjà, ça va rien dire, mais c'est pas grave. Tu vas recommencer, je vais être à côté de toi, je vais t'aider, tu vas voir. À un moment donné, voilà. Je peux utiliser les choses volontairement et ne pas subir mes émotions à moi, en tant qu'entraîneur. Parce qu'à un moment donné, quand un jeune rate, ça nous énerve. Quand un jeune s'énerve, ça nous énerve. Et on lui dit, mais arrête de t'énerver, ça sert à rien. Mais ce qu'on vient de dire, ça sert à rien. Notre objectif à nous, c'est de donner les moyens. Et je peux vous garantir, c'est pour ça que je vous demandais d'éteindre vos cerveaux au départ, pas complètement non plus. Peut-être un peu trop. Pardon, c'est de ma faute en fait, je suis désolé. Je suis désolé. Mais de mettre en fait le cerveau, juste pour ne pas rentrer justement avec vos pratiques à vous, mais je peux vous garantir que filmez-vous une fois, écoutez-vous une fois, et vous allez voir le nombre de mots qui ne servent à rien. Allez, pousse tes jambes. Sois précis. Ok. Alors t'as raté, mais t'es pas assez précis. Sois précis. Comment je fais? Etc. etc. Respire, coupe, respire. Je reste depuis le début déjà, sinon j'aurai un problème. Donc, forcément, notre langage est malheureusement habité de mots qui ne servent pas à grand chose. Et déjà, quand les mots servent à quelque chose, ils sont valables pour 7%. Donc, imaginez bien. Vous croyez qu'en sortant d'ici, vous allez retenir tout ce que j'ai dit? Vous allez retenir une impression, une émotion.
certaines choses sur lesquelles j'ai eu une position peut-être un peu plus présente que l'autre, ou un peu moins. Enfin, ça va dépendre de tous vos filtres à vous. Vous êtes 325 dans la salle, donc forcément, à un moment donné, il y a presque 325 façons différentes de réagir. Exemple. Soyez honnête, je vous donne un mot. D'accord? Un mot. Tout de suite, vous dites à quoi ça vous fait penser, mais sans réfléchir. Tant pis ce qui sort. Rouge. Exclusion. Vas-y, vas-y. Ferrari, 100. Qui a dit ça? Bleu, bleu. J'espère que c'est pas trop négatif comme pensée, ça. Laquelle? C'est 100. Ah oui, ouais. C'est ce qu'elle tout le monde, je trouve. Mais c'est négatif ce qu'on en fait. Si tu penses à vampire, c'est négatif. Ah oui. Si tu penses à vie, c'est positif. Effectivement. Voilà. Mais une fois de plus, c'est la façon dont on va se positionner qui va générer toute l'émotion derrière. Et c'est de l'émotion que va naître l'action. En tout cas, c'est de l'émotion que va naître l'intention. Et c'est de l'intention que va naître l'action. Combien de fois on donne une action à faire au joueur sans lui avoir donné d'intention? Mets tes pieds comme ça, mets ton coude comme ça. Alors oui, hein, le but c'est de marquer, mais c'est pas ça une intention. Fais ci, fais ça, fais comme ça. On donne une action à faire, mais totalement dénuée de sens. Et c'est le joueur qui va y mettre du sens. Et quel sens il va y mettre? Marquer. Résultat. Je vous donne un exemple. Imaginons que votre corps, là, c'est votre voiture. D'accord? Alors, évidemment, hein, on parlait de Ferrari tout à l'heure. Ben, s'il y en a qui s'entraînent encore beaucoup, peut-être qu'il y a des Ferrari parmi nous. S'il y en a qui ne s'entraînent plus, peut-être qu'on a des 2 chevaux. Non, ça c'est moi. Mon grand âge. Mais voilà, on a des voitures différentes. Bref, en tout cas, que ce soit une 4L, une 2 chevaux, une Twingo, une Ferrari, le corps, lui, la voiture, il est dans le présent. Vous êtes là, vous ne pouvez pas être ailleurs. Ce qui n'est pas le cas de là-haut. Là, vous pouvez être très très loin. En Thaïlande, dans votre lit, je ne sais pas quoi. Imaginez, tout simplement, là, votre voiture, votre corps, ici avec moi. Je suis sur le terrain. Je viens de rater 4 paniers, 4 passes, etc. Okay. Mon cerveau, qui lui est pilote de la voiture, d'accord? Pilote de la voiture, il est sûr, j'ai raté, je suis nul, j'y arrive pas, je vais me faire engueuler. Ah non, ça c'est l'autre. J'y arrive pas, je suis nul, je suis dans le passé. Okay. Après, c'est je vais me faire engueuler, puis il faut qu'on gagne, parce que si on gagne, on va se qualifier pour machin, puis il faut que je réussisse, là je vais faire ça, etc. Je suis dans le futur. Comment voulez-vous conduire votre voiture si votre pilote, il est soit dans le passé, soit dans le futur? Impossible. Sois honnête, quand tu fermais les yeux, j'ai rien contre toi, je te promets. T'entendais ce que je disais? Non. Si. Si, si. Et tu as entendu des trucs. Sauf que pour aller les rechercher, il va falloir aller loin, parce que tu ne les as pas entendus consciemment. Tu les as entendus quand même. Sauf que tu n'es pas capable de t'en rendre compte. Pourquoi? Là, tu n'étais ni dans le passé, ni dans le futur. Tu étais là carrément ailleurs, dans le sommeil. Voilà. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que si le cerveau n'est pas en lien, le pilote n'est pas en lien avec la voiture, il ne peut pas conduire. Un mec en F1 qui arrive à 2,80 en bout de ligne droite avant le virage, s'il a peur de la mort, il ne va pas arriver à 2,80. S'il a peur de se planter, il ne va pas arriver à 2,80. Il va freiner beaucoup trop tôt. Et vous savez qu'en F1, plus je freine tard, plus je suis fort. Donc, il va falloir devoir faire abstraction de tout ça pour être à fond sur comment je prends mon virage et à quelle vitesse. Si à un moment donné, il y en a un qui me touche et je sors de la piste, si je ne cale pas, quel va être mon objectif? Tout de suite. Revenir dans la course, pas que dans le circuit, dans la course. Et surtout, je ne vais pas dire, putain, mais je vais lui péter la gueule à lui ou je le rattrape lui. Non, non, je me remets dans la course. Une fois que la course est finie, je descends, je mets une mousse ou rien, mais après, j'ai besoin d'être là, ici et maintenant, sur la course. Combien de fois à l'entraînement nos joueurs sont ici et maintenant? Jamais. Jamais. À part quelques fois. Ça se voit dans les yeux. Ça se voit dans les yeux. Et je peux vous garantir, avec les exos qu'on arrive à mettre en place ici avec tout le monde, ça se voit, on arrive à voir sur le terrain, je vais témoigner après. Je suis un peu, savoir si vous êtes d'accord ou pas, les yeux des joueurs quand ils sont dans l'action et les actions elles-mêmes, elles sont fluides.
Ça passe tout seul, Irak, il récupère le ballon, il recommence et c'est parti. Ça, c'est fondamental. Donc notre rôle au départ, avant même de les entraîner, c'est de les impliquer dans l'action. Déjà. Vous allez me dire comment on fait. Je ne suis pas là pour vous dire comment on fait ce matin. Je sais. Je sais. Donc en fait, tout à l'heure, l'esprit humain, son cerveau, était en relation avec sa voiture, il se disait, je veux y arriver. Même pas. Même pas. En fait, ça lui permet d'obtenir son résultat s'il met en conformité son cerveau avec sa voiture. C'est ce qu'on appelle être en accord avec soi-même. Et quand je disais tout à l'heure, on passe le plus calme en temps avec nous-mêmes, c'était pas une blague, hein. C'est vraiment vrai. Et plus on est en accord avec soi-même, plus on est dans le vrai. Et plus on est heureux d'ailleurs. Mais oui, non, je crois, évidemment. Plus je suis en décalage, vous savez les trucs de nouvel an là, ouais, j'arrête de fumer, dommage, je vais m'accourir. Et 3 mois, mais alors, t'es foutu non, demain ou l'année prochaine. Non, je crois que la capacité à être dans le moment et à vivre ce qu'on a à vivre, c'est ça qui rend. C'est ça qui rend. Ramène-moi le certificat. Ça peut y contribuer, hein. Mais si je possède du ferré, c'est que j'ai fait ce qu'il faut avant. Même si j'ai gratté un jeu, je n'aurais pas gratté, je n'aurais pas eu d'argent. Et si je veux gagner, il faut gratter. Exactement. Exactement. Bien. Alors, ça on s'en fout. C'est pas intéressant. Donc une fois de plus, notre implication va correspondre aux représentations, à l'image que l'on se fait des choses. Donc plus on va réduire l'écart qu'il y a entre la représentation que j'ai des choses et ce que je fais, plus je suis fort. Si je continue à m'entraîner pour qu'il marque des paniers, je ne suis pas dans le rêve. Quatrième provocation. Eh, tu fiers. C'est juste pour vous détendre un petit peu, quand même, parce que les chemins ne sont pas les mêmes. Et quand même, je bosse le rapport avec des années d'expérience. Ah, et voilà. Tout ça pour dire que, forcément, de l'endroit où je suis, je ne vois pas les mêmes choses. Par rapport à mon éducation, ma vie, ce que j'ai vécu, etc., etc. Mais il y a une phrase qui dit, en fait, ce qui n'est pas important, enfin, la réalité n'est pas importante. Quand on dit, si, quand même, ouais, ben non, je suis désolé. C'est la perception qu'on en a. Si on faisait abstraction là aujourd'hui, la réalité c'est quoi? Nous dans une salle pourrie grise, pas terrible, hein, là avec un mugus qui fait le clown devant vous, vous qui êtes là, pourquoi, comment, j'en sais rien, mais quand vous allez tous ressortir, vous aurez oublié ça, ne vous restera que la perception que vous avez eue du moment. Pas ce qui s'est passé en réalité. Et votre avenir proche, tout à l'heure le repas, vos discussions, ce qui va se passer cet après-midi, ne va pas dépendre de ce qui s'est passé ce matin, mais de comment vous l'avez vécu. Si moi, quand je suis joueur, on m'apprend à être dans mon décor, à utiliser mes représentations, mes difficultés, je vais pouvoir faire correspondre justement ma réalité à la réalité des autres joueurs et de l'entraîneur et des dirigeants, etc., etc. Mais la seule équation possible, c'est que mon résultat ne dépendra que des étapes intermédiaires et des opérations que j'ai mises en place, qui vont être le travail, la préparation, les dialogues, les entretiens, tout ce qu'on veut. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, plus que sur la séance elle-même. Parce que je peux vous garantir une chose. Tiens, tu as travaillé il y a 2 semaines mercredi, je le sais, sur le terrain. Vrai ou pas? Je suis venu le voir, tu ne m'as pas vu. Qu'est-ce que tu as travaillé mercredi il y a 2 semaines? Voilà, c'est ouais, mais il t'a fallu du temps. Et c'est la première chose. En parlant comme ça, je sais que c'est ça qu'il va me dire en premier. Pourquoi? Parce que j'insiste là-dessus. Et son premier truc, c'est pas savoir ce qu'il a mis à l'entraînement mercredi dernier, c'est de savoir s'il a eu l'entraînement. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par ça. Tu as eu l'entraînement mercredi dernier, et là tout de suite, c'est pas de la magie, hein. J'ai juste envoyé son cerveau sur une piste. Et il a pris la piste. Et oui, complètement. Et j'aurais pu dire mercredi, jeudi, vendredi, c'était pareil. Pourtant, il m'entraînait peut-être jeudi ou vendredi. Donc, vous mettez les joueurs sur des pistes. Et eux, ils arrivent, ils posent leurs affaires, ils sont là. Comme ils n'ont pas trop de projets perso encore, et que c'est un peu le vôtre, le leur, les parents, le machin, le truc, ils ne savent pas trop. Donc dès que vous envoyez un mot, une phrase, un exercice, bing, c'est parti.
Allez, concours de lancer franc ou de tir. Ça y est, dans leur tête, c'est parti. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se concentrent sur la trajectoire, sur la respiration, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez après. Hein. Vous avez dit concours de lancer franc, ou pas concours, mais autre chose, n'importe quoi. Ça va partir là-dessus. D'où l'importance, je reviens, de travailler quand on prépare des séances. C'est qu'est-ce que vous voulez voir dans cette séance? Quelle image vous avez de la séance? Plutôt qu'un enchaînement d'exercices qui est efficace. Les exercices sont tous très bons, j'en suis convaincu. Mais qu'est-ce que vous voulez voir? Comment, si vous aviez un film à regarder, comment vous voulez voir les joueurs agir sur le terrain? Et derrière, ça ne suffit pas, bien évidemment. Quels moyens vous leur donnez pour voir ce que vous voulez voir? Quatrième ou cinquième provocation, je ne sais plus. En tout cas, je suis sûr, merci, je suis sûr, parce que ça fait malheureusement longtemps que je travaille dans la prépa mentale dans tout sport confondu, je sais que, au salaire en vaut 5 de provocation, on passe à ça, que 90% des entraîneurs ne travaillent pas sur ce qu'ils veulent voir à un entraînement, mais sur ce qu'il faut faire. Et c'est pas la même chose. Et ne préparent pas leur séance en vue de ce qu'ils veulent voir chez le joueur, pour que le joueur soit capable de. Donc, et confiance. Et confiance. Arrête, c'est pas bon. Ah oui, non mais j'en regarde pas. Vous inquiétez pas, hein, je fais le malin là parce que je suis debout devant vous, mais j'ai la même problématique. Moi, quand je prépare mon truc, depuis, je les enregistre pas mes présentations. Je les mets de côté, mais je les regarde pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais une nouvelle présentation. Et pour m'obliger à faire quelque chose de nouveau, et après je les compare, etc. Après, je fais un brief avec les entraîneurs ou les gens qui ont organisé. Parce que mon but, c'est pas d'être bon. J'en ai rien à foutre d'être bon. Je le suis. Sixième provocation. Je veux juste qu'à la sortie de ça, vous disiez une chose. Si c'est le cas, j'ai gagné. J'aurais eu mon résultat. Si ce n'est pas le cas, il faudra que je change. Je vous dirai quoi si j'y pense. Ben oui, chaque personne va voir une chose à un moment donné. Un pays va dire oui, c'est juste, l'autre va dire non, c'est pas juste. Je ne parle pas de la main de chirurgien. Ok? Bien. Je passe vite, c'est ce qu'on vient de dire. Ah, tu vois pas? Non, c'est pour ça que j'ai entendu parler. Non, je ne parle pas. Alors, ça aussi, je passe, vous le savez, un entraîneur, en fait, c'est un métier solitaire, c'est toujours seul, avec faire ses orientations, les sélections, la mise en question, la sportive, d'où l'importance de communiquer, de parler. Ces petits moments-là, peut-être que certains diront, ouais, dans le week-end, c'était long, c'était dur, ok. Mais vous vous êtes croisés, vous avez discuté. Donc même si ça n'a pas été à la hauteur de vos attentes, forcément, vous en sortez un petit peu différent, soit un peu plus convaincu de ce que vous faites, soit vous allez chercher ailleurs, etc. etc. Mais ça a eu ce mérite-là. Donc de toute façon, c'est utile. Oui, ça prend du temps, oui, c'est un week-end, je suis d'accord avec vous. Mais rien que pour ça déjà, ça va générer chez vous quelque chose. Tant mieux. En tout cas, c'est 10 fois mieux que ceux qui sont restés chez eux. Et qui sont encore plus convaincus que ils ont raison de ce qu'ils font. C'était pas c'est une provocation. Quand on est seul, on s'enferme de ses croyances. Ah non, c'est ma métier. Ah, je peux te le dire. Oui, mais c'est une réalité qu'il faut changer. Mais ça, c'est à chacun de changer sa réalité. Hein. Mais oui, oui. Et je peux vous dire un truc, hein. C'est pire ce qui vient après. Parce que plus on est à force d'être seul, on s'enferme dans ses croyances. Mais je peux vous dire une chose, c'est que voilà, on finit souvent par s'en mettre en question. On remet souvent la faute sur les autres, normal. On se sent compétent en critiquant les autres. Ça, c'est bien redoutable, ça. Pas mal chez les Français, quand même. Hein. Quelqu'un qui a une Mercedes ou une Ferrari, on prend sa clé, on fait ah, tiens, un connard qui s'appelle pas. Vous allez en Allemagne, c'est oh, attends, mec, il a bien réussi dans la vie, chapeau, c'est top.
pas du tout le même état d'esprit. Hein. Aux États-Unis, ouais. Enfin, pas Dieu, mais on va dire, ouais. Vous avez bien écouté dans la jeune, c'était un exemple de l'Ukrainien dans la jeune. Vous savez ce que dit une mère qui amène son enfant à l'école aux États-Unis? Nous la porte et lui fait go and have fun. Éclate-toi. Enfin, en France, la porte elle n'est pas ouverte. Sois sage aujourd'hui, hein. Écoute bien la maîtresse. Fais attention. Pas de bêtises. Bon courage. Et on ouvre la porte, on y va. Ah, les sagamans ne laissent pas la même chose hein, quand on arrive dans la classe. Les mots qu'il entend avant d'arriver dans la salle. Bêtises. Et donc, est-ce qu'au début de l'entraînement, est-ce que, alors vous allez dire oui, forcément, mais est-ce que vous prenez un temps pour parler aux joueurs? Oui. Oui. Mais est-ce que vous prenez un temps pour mettre les joueurs dans une certaine émotion? Quand je dis émotion, c'est pas jouer aux tristesse, hein. Implication, quoi. C'est pas les Justement en disant, voilà ce que j'attends de vous aujourd'hui. Pas 300 paniers sur 400 ou sur 350. Voilà ce que j'attends de vous aujourd'hui. Tac, tac, tac. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais pas juste l'élaboration technique. Non. C'est dans quelle émotion je les mets pour les dépasser. Eh oui, ça veut dire 7, ça se saurait, ça se vendrait très cher. Alors, je vous en cite 3, il y en a 2 dans le basket. Alors, évidemment, maintenant, on dit ouais, le recoupe. Ouais, le recoupe, c'est une fausse marche, c'est pas grave, c'est comme un escrime. Ils ont des milliards de médailles jusqu'en 2012 à Londres, et depuis Londres, mais c'est le sport le plus. Ouais, 2012, depuis ça fait 50 ans qu'ils ont des médailles pas possibles. La natation, pareil, ils ont eu un creux énorme, là, depuis les derniers Jeux, ça y est, c'est des lieux, Pellerin, c'est un lieu, etc. Pierre Pellerin, il travaille avant les JO aussi. Hein. Donc ça en France aussi, c'est terrible. Alors, comment ils sont ces entraîneurs-là? Autocratiques? Ouais. Enfin, il y a plein de pédagogies, hein, vous les connaissez mieux que moi. Voilà, ben, tous à la fois, mais pas au même moment. Là, je suis oublié, parce que des fois je l'oublie. C'est vrai, hein. Je fais la diapo, je passe, et puis des fois j'oublie. Alors, vous l'aurez, hein, donc je ne vous le lis pas. C'est le témoignage de Vincent Collet en 2013 sur comment, et Honesta fait pareil. Je pense que tous les grands coachs font ça. C'est qu'à un moment donné, ils vont aller chercher chez les joueurs ce que les joueurs peuvent apporter à l'équipe dans leur personnalité. Mais attention, en travaillant beaucoup aussi sur l'humilité. C'est pas parce qu'on est une star en NBA ou dans un autre championnat, etc. On a le même problème en France. Hein. Les mecs jouent mieux à l'étranger. Vous expliquez pourquoi ça? Moi, ça me perturbe ça. Et dans la presse, ils ne s'engagent pas. Hein. Ouais, Benzema, il est super fort au Real, machin. Et en France, il est nul. Parce qu'il y a tout un peu de pression, en fait. Pression journalistique. Peut-être. Mais pas que. Hein. Pas que. Peut-être qu'on. Mladenovic, non. Si c'est Mladenovic à Roland Garros, je veux jouer mon meilleur tennis. Les gens ne savent pas ce que c'est le meilleur tennis. Déjà, joue ton tennis, hein, c'est comme la bouteille à moitié vide, on verra après. Et ensuite, c'est j'arrive pas à jouer chez moi. C'est quand même dingue. Hein? Alors que normalement, à domicile, on est a priori plus à l'aise. Mais la tendance est en train de s'arrêter. Alors, il n'y a pas de recette. En fait, c'est comme l'informatique. Je vais prendre du temps au départ, ça va me prendre du temps d'apprendre à connaître les joueurs. Peut-être même de leur faire passer un ou deux tests, parce que ça existe. Hein. Je sais pas, un petit peu de temps dans les entretiens, non pas pour connaître les objectifs du joueur, c'est de la flûte, faites un entretien en début de saison, en fin de saison, c'est pas la même. Ici, là, pour le recrutement, vous faites des entretiens à la base. Ouais, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, puis 2 mois après, c'est pas les mêmes entretiens. Donc, on ne dit pas forcément soit. Alors que dans un test, on arrive à avoir des vraies choses. Et des entretiens aussi en posant des bonnes questions. Pas qu'est-ce que tu veux faire dans 3 ans, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, toi, pour obtenir ce que tu veux?
Question. Qu'est-ce qui est important pour toi? Vous allez voir la tête des joueurs. Des petites questions comme ça, plus bêtes. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour toi? Pourquoi tu es là? Pour m'entraîner? Ouais, ça, je sais. Mais tu es là pourquoi en fait? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu vas dans ce resto et pas dans celui-là? Ça, on peut répondre ça. C'est pareil. Je veux être là pour être fort. Ah, bah si tu es là pour être fort, si ça suffisait d'être là pour être fort, ça se saurait, ce serait bien. Tu sais, les petites questions comme ça, toutes bêtes, mais qui changent tout. Les réponses, elles dépendent des questions. Hein. Voilà. Donc, ça se travaille, ça aussi. Alors, je vous laisse souvent, hein. Pas le temps ce matin, vous montrer les questions qu'il faut poser. On ne peut pas utiliser les mêmes leviers avec tout le monde. Et là, on arrive. J'ai un petit peu de retard, je vous demande 5-10 minutes, si vous voulez bien, pour parler du clou du spectacle. Non, non. L'ultime provocation. Les leviers MT, mental, TC. Non. PH. Pas aussi. Les TK, technique. Pourquoi TK en rouge? C'est pas un livre. Ça pourrait être, je vérifie quand même sur le jeu. Pourquoi, d'après vous, je mets technique là et en rouge? On peut, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas pour ça que c'est là. Allez, on va faire la minute d'honnêteté mondiale. Je ne vais pas poser une question intime. Hein. Mais on va essayer de mettre le costume de l'honnêteté mondiale. Le super-héros de l'honnêteté. Je vous donne 30 secondes pour réfléchir sur, honnêtement, dans vos entraînements, parmi ces leviers-là, lequel, d'après vous, est le plus travaillé, le plus favorisé, et le repère initial de l'entraînement. Vous n'avez peut-être pas besoin de 30 secondes. Ouais. Pourquoi vous commencez, pourquoi vous focalisez par la technique? Parce qu'ils se mauvais, il faut qu'on fasse On est là pour provoquer. Non, mais c'est la minute de l'honnêteté. Dépêchez-vous, il reste un peu de temps. Lâchez-vous. En soi, la technique, c'est un outil. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Si un jeune a la technique, il a déjà de base des outils. Ensuite, à lui de faire ce qu'il en veut pour être performant. Le mental, on peut le bosser avec une préparation, enfin un entraînement mental. Mais en tant que coach, en tant qu'entraîneur, on va lui donner des informations, des outils pour que lui, il aille le plus rapidement vers la performance. Après, le physique, on ne le contrôle pas, on peut le renforcer, mais pour un jeune, par exemple, on ne le contrôle pas. La tactique, ça peut encore être un peu compliqué. Et le mental, ça dépend énormément des gens. Mais la technique, en soi, c'est pas si dur que ça de la faire comprendre. Et on lui transmet, on a l'impression que c'est peut-être le... Enfin, j'ai l'impression que c'est moyen plus facile pour arriver à la performance. D'accord. Merci pour ton témoignage. Ça dépend certainement du groupe aussi. On s'adapte au groupe qu'on a. Enfin, pour moi, il n'y a pas de vérité juste. Ça dépend de pas mal de choses. Moi, je les seniors. En l'occurrence, écoutons-nous 2 secondes. C'est techniquement important de s'écouter. Moi je disais en fait, en l'occurrence, moi j'ai des seniors, je sais que des personnes qui ont des fois pour certaines la trentaine, pour changer des aspects techniques, peut être un peu compliqué. Donc je sais que je suis plus orienté sur tactique que sur technique. Ok. Et après, moi je pense que c'est aussi un peu culturel, on nous a appris la technique, alors on réapprend la technique et on ne se sent pas, peut-être à tort, capable de travailler sur ces entraînements. Possible. On nous apprend l'art de l'information, on nous apprend pas à faire la préparation mentale. Je
suis pas préparateur physique, je suis pas préparateur mental. Je vais être capable de donner des critères techniques, je serai incapable, même si j'essaie de, par rapport à cette expérience, par rapport à ça à travailler, d'intégrer un peu de préparation mentale, je suis incapable de faire plus de préparation mentale sur la préparation d'entraînement que de... D'accord. Et tactiquement? La tactique, ça vient après. À mon sens, tant que les fondamentaux, la technique est pas acquise, on ne peut pas faire de tactique performance. D'accord. Dernière, parce qu'après il faut qu'on enchaîne. Je disais, on est sur du bagage technique, on essaie de leur apprendre. Voilà, la technique c'est tout au long de sa vie, et en même temps ça a un rapport à la tactique, qui permet de mettre en place des tactiques. Et après, voilà, le physique c'est vraiment, voilà, ça se travaille au top. Et le mental, après, c'est juste un ressenti sur le groupe. D'accord. Sur l'individu et sur le groupe. Je ne peux pas interroger plus de monde là parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Je vais vous donner 2 exemples. Vous êtes d'accord avec moi que la technique sont les moyens. Donc ma technique de conduite va être comment et quand je vais passer les vitesses, comment et quand je mets le clignotant, etc. On pourrait presque dire que le pare-brise, à la rigueur, je m'en fous. Si je suis focalisé sur ma technique, je n'ai pas besoin de la route. J'exagère. On va essayer donc de faire coïncider ma technique de conduite à la route, autant que je puisse. Sauf que, comme dans tous les sports, il y a ce qu'on appelle un continuum comme ça, entre celui qui ne sait pas conduire, qui apprend à conduire, je suis désolé, un peu pour le dos, mais j'ai des rétroviseurs. Donc, celui qui apprend à conduire à celui qui pilote, et vous savez comme moi que dans le pilotage, il y a encore énormément de niveaux, et que celui qui pilote, il n'a pas la même technique que celui qui conduit. D'accord ? Pourtant, souvent, les jeunes, quand ils sortent du permis, ils essayent plutôt de piloter avant de conduire. Bon. Est-ce que je peux décemment conduire une voiture sur une route en ville ou sur l'autoroute si je suis focalisé sur ce que je dois faire au moment où je dois le faire? Non, vous avez des instinctifs, il faut que ça soit automatique. Il faut que ça devienne automatique. Mais, au service de quoi? Prioritairement. La route. Mais la route, elle est au service de quoi? Mais de là où je veux aller. Pourquoi je conduis? Pour aller à un endroit. Alors évidemment, ça paraît évident à tout le monde. Pourquoi je fais du basket? Pour être avec ses copains. Ouais, pour faire du sport. Après, peut-être que je vais piloter en basket et faire de la compète et de plus en plus haut, auquel cas il faudra une technique un peu différente. Mais ce qui va faire que j'achète telle ou telle voiture ou je conduise telle ou telle voiture, bah, ça va être mes moyens, mon argent, etc. Mais surtout, ce que je veux en faire, plus je vais rouler vite, plus je vais avoir besoin d'avoir cette technique automatique. Parce que si en plus, il y a un écureuil qui traverse la route, bah, soit je fais ça comme ça et puis j'attends ce qui se passe, soit je maîtrise un peu et je peux éviter ou freiner, déraper, enfin, parce que j'ai fait un peu de pilotage ou quoi que ce soit. Mais en aucun cas, la technique est une finalité. Surtout que si une bonne technique faisait gagner, ça se saurait. Combien de fois on perd sur des équipes moins fortes techniquement ou sur des joueurs moins forts techniquement, mais parce qu'ils jouent mieux. Alors, pour lancer la balle, tu te mets comme ça, comme sur un skateboard de profil. Ok, tu tiens ta raquette comme ça ou tu prends la balle comme ça. Et puis après, tu frappes de bas en haut, ou tu joues de bas en haut. Ah, tu vises la cible hein, là-bas. Trop tard. Sont imprimés dans l'esprit la notion technique de réalisation de geste. Si on inversait le processus, tu dois viser là-bas. Ok. Merci. Tu dois viser là-bas. Ah, t'as vu ce que tu fais, c'est intéressant. Quand tu veux viser là-bas, tu te mets comme ça.
quand tu veux viser là-bas, tu te mets comme ça. Bon, c'est pas encore très précis, mais c'est pas grave. Maintenant que tu sais ça, que quand tu veux viser quelque part, tu te mets dans telle ou telle position, et bien on va travailler ça. Tes épaules, tu as vu, elles sont comme ça. Là-bas, elles sont comme ça. Et petit à petit, on va faire naître de l'intention l'importance de l'action. J'ai pas dit que la technique n'était pas importante. Loin de là. Il faut qu'elle soit travaillée, retravaillée pour qu'elle devienne automatique et qu'elle puisse être utilisée dans les moments les plus durs. Je veux dire, quand je suis pilote dans ma ligne droite et que je suis à 2,80, j'ai rien à faire. À ouvrir les yeux, mais j'ai rien à faire. Par contre, sur le freinage, l'approche du virage, etc., tiens, il y a une vidéo là, que j'ai partagée sur le GP500 en moto, course, ouais, j'aurais pas le temps de vous la montrer, mais vous la cherchez, c'est une vidéo récente, il y a deux mecs qui se tirent la bourre en moto, c'est en 500, ils sont je sais pas combien, mais pour ceux qui aiment la moto, c'est fabuleux, les mecs se touchent, se couchent, ils vont dans la... C'est un truc de dingue. Vous croyez qu'ils pensent à quand est-ce qu'ils... Non, mais non, c'est pas possible. Et je peux vous garantir que si on arrive à changer notre état d'esprit là-dessus, non pas que la technique soit pas importante, ne repartez pas d'ici en disant ça, ouais, la technique c'est plus important, j'ai pas dit ça. Non, parce que sinon ça va être compliqué. Non, j'ai pas dit ça. C'est fondamental. J'accélère. Pas parce que, en fait, voilà, la technique elle est au service de l'objectif. Elle est au service de l'objectif, la technique. Ça sert à rien la technique sans objectif. À rien. Évidemment, si je veux placer un cadre chez moi, mais qu'est-ce qu'il dit? Si je veux placer un cadre chez moi, déjà j'ai choisi le cadre. Parce que je l'aime, peut-être en fonction des couleurs chez moi. Mais après, ce qui va être important, c'est effectivement quelle perceuse j'utilise, avec quelle couleur, etc. Mais ça, c'est la technique, ça. C'est important, c'est le cadre où je vais le mettre chez moi. Puis qu'une fois que le cadre sera accroché, la technique, on s'en fout. Combien de fois on entend « Oh alors là, vous avez marqué le penalty, c'est super, etc. » Ouais, j'étais prêt, j'ai fait le vide dans ma tête et tout, ok. J'ai vu un mec qui dit « Alors, j'ai calculé ma prise d'élan, j'ai posé mon pied comme ça, j'ai couru à 12,5 km/h. » Jamais vous avez ça. La technique, c'est la partie complètement immergée du travail, super importante, au service d'eux. Et je vais même vous dire un truc qui est fondamental. Je ne vous demande pas de me croire, mais pourtant c'est comme ça que ça se passe dans le salon. Donc, j'arrive. Là, on met en place des stratégies tactiques, mentales, physiques. Ça, c'est le travail physique qui est lié à la spécificité. Okay, parce que le travail physique est très important aussi, parce que plus je suis bien physiquement, plus je me libère. Moins je suis bien physiquement, plus mes ressources diminuent. Donc forcément, on a les stratégies spécifiques liées à l'activité et les stratégies mentales qu'il faut travailler derrière. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on ne peut pas partir des moyens sans savoir où on va. Exemple, roman, voyage, ascension, vous avez parlé, hein, un roman, il faut d'abord que j'ai mon idée de roman. Si je n'ai pas mon idée de roman, ce n'est pas les meilleurs écrivains qui sont les meilleurs profs de lettres et vice-versa. Hein. Forcément, sinon tous les profs de français seraient des super écrivains. C'est pas le cas. La technique, c'est pas pareil. La technique crée une surcharge d'analyse dans le cerveau. Parce qu'en fait, la technique, c'est comme les maths. C'est comme les racines carrées. C'est un ensemble de programmes qui se met en place. C'est les programmes moteurs. Donc, ça demande un nombre de ressources phénoménales au niveau du cerveau. Ben oui, quand je ne sais pas conduire, j'apprends à conduire. Ben, c'est le bazar parce que je dois penser à tout, je ne suis pas indépendant, enfin, c'est super dur. Une fois que c'est automatique, là oui, c'est plus facile. Mais c'est pas pour ça que je deviens pilote non plus. Donc, il faut absolument que je sois libéré de ça pour être libéré dans ma tête. Si au lancer franc, je commence à me dire qu'il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Donc oui, il faut travailler la technique suffisamment pour automatiser, mais surtout, ah oui, j'ai oublié de te demander ça. Mais surtout, pour se débarrasser d'elle et pouvoir se concentrer sur l'objectif, c'est-à-dire là où je mets la balle, là où j'envoie mon ballon, où je tire, comment je suis par rapport au panier, etc. Ça se fait de manière instinctive. Je ne pense pas qu'à un moment donné, sur un shoot en dégagement en arrière comme ça, je me dis, voilà, il faut que je mette mon bras comme ça, ma main comme ça.
plus je vais le travailler, plus dans la difficulté, je vais libérer mon mouvement vers. Je vous ai préparé une petite vidéo qui pourrait faire quelque chose d'étonnant, vous allez voir. En état de stress, pour se rassurer, et puisque c'est leur père l'apprentissage, le sportif va remettre en cause sa technique, d'où une surcharge d'analyse. C'est-à-dire dès qu'on rate, on se reconcentre sur comment faire. C'est pas possible. Alors, plus de stress, plus de détérioration technique. C'est un cercle vicieux. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça se passe comme ça au niveau du cerveau. Alors, j'enchaîne vite pour arriver à la vidéo. Voilà, exécution technique, répétition, programme moteur, restitution, automatisation. Exécution, ça c'est l'entraînement, tout se passe bien, et encore ça dépend. Mais en match, hop, on a, je ne sais pas si vous l'avez vu, plus gros, plus petit. Ah oui, en compétition, forcément, je suis moins bon, je suis un peu moins fort, c'est un peu plus dur, il y a un peu plus de pression. Et s'il y a vraiment beaucoup de pression, il y a tout qui s'éteint. Et là, je ne peux plus rien faire. Parce que je suis focalisé sur mes gestes. Il faut que je me reconcentre sur l'objectif, sur autre objectif, pas de résultat. Hein. Ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire? Et en tant qu'entraîneur, il faut que vous arriviez à sortir le joueur. Un joueur en échec, il ne fait pas exprès d'être en échec. Un joueur ou une joueuse qui rate des paniers, il ne fait pas exprès. Parce que il n'a qu'une envie, c'est de les mettre dedans. Sauf qu'il a tellement peur de se faire engueuler, il a tellement peur de rater, il a tellement peur de je sais pas quoi, qu'à un moment donné, il est coincé comme ça. Mais il ne fait pas exprès. S'il fait exprès, c'est qu'il n'a rien compris. Donc, l'intention amène l'action. Pour terminer. En fait, on pourrait imaginer que pour mettre un panier, il faut une trajectoire. La balle, elle arrive dans le panier si la trajectoire est bonne. D'accord. Sauf si quelqu'un pourrait me prouver le contraire, parce que j'accepterais tout à fait. La balle arrive dans l'objectif parce que la trajectoire lui permet d'arriver dans l'objectif. Ok? La balle va avoir cette trajectoire parce que le joueur a propulsé la balle dans cette trajectoire-là. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est le panier ou c'est la trajectoire? Eh oui, forcément. Et dans tous les sports de projectiles, c'est pareil, mais pas que. Hein. Les mecs qui font du plongeon, ce qui est important, c'est comment dans la trajectoire ils insèrent leur truc. Ils ne pensent pas à l'arrivée dans l'eau, hein, je peux vous le dire moi. Et le mec, quand il saute, il ne se dit pas à 90 km/h, ouf, faut que mes mains elles soient comme ça pour bien rentrer dans l'eau, hein, ou mes pieds tendus. Hein. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Il déclenche, il y va. Ok. Donc, si vous avez un truc à retenir, ou presque, c'est que quand on travaille, on entraîne les joueurs à marquer et non pas les joueurs à avoir une certaine trajectoire liée à l'objectif. Ça change tout. Ça change tout. L'important dans le mec qui arrive à 2,80 dans le virage, c'est la trajectoire du virage ou c'est de sortir du virage? Sortir du virage, mais qu'est-ce qui va le faire sortir du virage? C'est la trajectoire. Donc c'est comment il va rentrer dans la trajectoire. Voilà, tout ça pour ça ce matin. Mais c'est tellement fondamental que, à un moment donné, de mettre le joueur comme ça, comme ça, comme ça, oui c'est bien, mais c'est dénué de sens. C'est plein de sens technique, mais c'est dénué de sens opérationnel. Je suis à 10 mètres du panier, ma trajectoire elle doit être comme ça. Je suis à 20 mètres du panier, ma trajectoire elle doit être comme ça. Je suis à 30 mètres du... Non, ça n'existe pas. Quoique. Ah, zut, pardon. Sinon, ce matin, attendez, je remets à 0. Oui, j'ai la chance de travailler avec cette équipe-là pendant 2 ou 3 ans, sur l'accession en Ligue 1 et après. Regardez bien. Petit clin d'œil, hein.
Panier adverse, ok, et regardez bien ce qui se passe. Ouais. Alors, vous allez me dire, elle a pas calculé, victoire. La seule chose à laquelle elle a dû penser, c'est la trajectoire. Elle sait qu'il faut mettre de la hauteur. Oui, mais c'est pas concentré dans un genre. Voilà, c'est instinctif, c'est ça que je veux dire. En tout cas, c'est aucune technique basket. Oui, voilà, je sais, c'est l'instinct. Si, je sais, mais. Ça. L'intention était de. Le résultat, il est là. Moi, j'ai envie de vous dire. Alors, à chaque fois que je monte cette vidéo, les gens disent ouais, mais c'est de la chance, c'est exceptionnel. Alors, il faut savoir quand même. Il faut savoir quand même que si le ballon rentre dans le panier, chance ou pas chance, c'est qu'il avait la bonne trajectoire. Donc moi, ça me percute. Parce que quand je me dis quelqu'un qui fait ça de loin, qu'elle le travaille ou pas, hein, qu'importe pour l'instant, elle fait ça de loin, même si elle ne fait pas gaffe, j'entends un truc intéressant, elle se débranche. C'est clair que quand elle envoie le ballon, elle se débranche. Elle ne se dit pas j'espère qu'il va être dedans. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec elle, je peux vous dire que là, elle ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est pas. Le ballon est envoyé. Ok. Il a la bonne trajectoire, donc il rentre. Alors qu'elle ne l'ait pas calculé, ok, il n'empêche que le ballon est dedans parce qu'il a la bonne trajectoire. Donc moi je veux juste te dire que, parce que trajectoire, panier. Première chose. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle le travaille à l'entraînement. Vous allez me dire, forcément, plus on est loin, plus c'est compliqué. Mais elle s'amuse à le travailler à l'entraînement, justement pour ça. Je ne sais pas combien elle peut en réussir de suite, etc. Mais ce n'est pas le débat là aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour prouver que. Je suis juste là pour dire que le ballon rentre parce que la trajectoire est bonne. Comme le gardien à un moment donné qui va tirer au foot comme ça et que le ballon va dans. Enfin, tous ces tirs-là, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit beaucoup plus lié à la trajectoire. Parce que c'est la trajectoire qui fait que, en fléchette, c'est pareil, au tir à l'arc, c'est pareil, partout, c'est pareil. En passe, vous aurez le ballon si la trajectoire est bonne. On s'en fout de savoir si on veut la réussir ou pas, la passe. Et si, déjà, même sans moyens techniques, vous arrivez à vous concentrer un peu plus sur l'intention qui déclenche le moyen, là, vous allez travailler plus en profondeur. Parce que la trajectoire, si on se dit, le ballon il doit rentrer comme ça, vertical dans le panier, pour faire un switch par exemple, ben, forcément, je suis concentré sur ma trajectoire et non pas la finalité. Tiens, d'ailleurs, quand je tire et que le panier, on pense au panier, on est dans le futur ou dans le présent? Donc on prend une partie des ressources cérébrales pour se concentrer sur la procédure, parce que ce qui est important, c'est le processus, pas la finalité. Voilà, je termine là. J'avais volontairement prévu quelque chose d'un peu plus long au cas où. Mais de toute façon, vous aurez tout le PowerPoint. Hein. Donc, vous aurez toute la suite. Voilà, quelle que soit l'exécution, le cerveau ne fait pas la différence. Lui, il fait la différence sur les processus. Et là, important, et on terminera sur cette phrase-là, mettre ou ne pas mettre de mes émotions pour pouvoir me libérer et atteindre mon objectif. D'après vous, quel était mon objectif ce matin? À part vous faire arriver en retard au revoir. C'est une prise de conscience sur ce qu'il y a, mettre de côté l'aspect technique et, voilà, et voir aussi qu'on peut impulser une dynamique avec des simples gestes ou des choses comme ça. C'est le premier effet. Mon premier objectif ce matin était, celui-là en découle, était que vous repartiez d'ici avec cette curiosité-là, cette envie-là, de vous dire mais peut-être qu'il y a un autre axe de travail que celui qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on soit jeune entraîneur ou moins jeune entraîneur. Peut-être qu'il y a d'autres rouages sur lesquels on peut appuyer pour qu'on atteigne nos objectifs une bonne fois pour toutes. Et donc effectivement, le deuxième objectif qui en découlait, c'était de vous détacher au moins pendant 1h30 de vos pratiques pour vous dire qu'il existe effectivement d'autres leviers qui sont très très importants et surtout très intéressants et motivés. En tout cas, merci de votre écoute ce matin. J'espère ne pas vous avoir trop endormi.